Merci Adji de l'invitation à vous faire avec vous une espèce une vue, j'espère, assez simple d'un truc qui apparaît être un concept éventuellement pour les non-experts un peu fumeux autour de l'impact de la ventilation en pression positive sur le poumon. Donc j'ai des conflits d'intérêts. Alors c'est quoi ce concept? Le stress et le strain, c'est une banalité absolue pour tous les ingénieurs. C'est la physique des solides déformables. Quand on exerce une force sur un solide qui se déforme, la force qu'on exerce, c'est le stress. Et la déformation qu'on induit, c'est le strain. Et donc quand vous prenez un élastique, par exemple, très simplement, le stress, c'est la force de tension que vous mettez sur l'élastique. Et le strain, ou déformation, c'est l'allongement de l'élastique divisé par sa longueur initiale. Et il y a une relation entre le stress et le strain. Le stress est égal au strain multiplié par le module de Young, là, le K, qui caractérise le comportement physique du solide que vous avez exposé au stress. Et c'est un élastique. Donc on part sur des trucs pas compliqués. On peut appliquer ce concept à un modèle volumétrique. À ce moment-là, le seul changement, c'est que c'est plus un allongement, mais c'est un gain de volume. C'est plus une force, mais une pression, puisque c'est une force qui s'exerce sur une surface. Et le stress, tout pareil, est lié au strain. Le stress est égal au strain multiplié par la constante de Young. Et donc, le strain, c'est quoi? C'est le delta V, l'augmentation de volume, divisé par le volume de départ. Et le stress, c'est la tension appliquée, la pression appliquée, c'est-à-dire la pression transpariétale que vous avez appliquée à ce modèle volumétrique. Tout ça est assez simple. L'idée, c'est qu'il y a maintenant plus de 10 ans, Luciano Gattinoni a proposé, comme ça, un peu a priori, sans trop de données plus convaincantes que ça, a proposé d'appliquer ce modèle à ce qu'on faisait quand on ventilait des poumons, en disant, le stress, c'est la tension, et en matière de pression sur ce parenchyme pulmonaire, c'est la variation de pression transpulmonaire. Et la variation de pression transpulmonaire, pourquoi la pression transpulmonaire? Parce que la pression qui va distendre ce poumon, c'est la différence entre la pression à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est là déjà la première difficulté, c'est que, pour l'application pratique, c'est que vous voyez que pour mesurer le stress, il faut mesurer le delta de pression alvéolaire. Alors ça, on sait faire, puisque le poumon, il est connecté au ventilateur, et que le ventilateur, il mesure de façon très fiable la pression des voies aériennes, mais en fait, quand on fait une occlusion, dans un système occlus, les pressions s'égalisent partout, et quand on mesure la pression des voies aériennes, on mesure la pression alvéolaire. Donc le delta de pression alvéolaire, pas dur, le delta de pression pleurale, donc la pression extramurale, la pression pleurale pour la mesurer, la moins mauvaise méthode, c'est d'aller mesurer la pression œsophagienne, et donc il va falloir aller mesurer cette pression œsophagienne. Le strain, c'est la déformation, c'est l'augmentation de volume rapportée au volume de départ. Et le volume de départ, c'est la CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle. Je vous rappelle, la CRF, c'est un volume fondamental. C'est le volume de gaz contenu dans le poumon quand la pression alvéolaire est à 0. C'est le volume qui résulte de l'équilibre entre les forces de rétraction élastique du parenchyme et les forces de distension de la cage thoracique. Chez un adulte d'1,75 m en position debout, c'est de l'ordre de 2,8 litres. D'accord ? C'est ça la CRF. Et donc l'augmentation de volume qu'on a induit par la pression, par l'assistance respiratoire, c'est le volume courant, mais c'est aussi l'augmentation de volume induite par la PEP quand on a mis une PEP. Et donc le strain, c'est delta V sur V0, c'est le VT plus l'augmentation de volume induite par la PEP, divisé par la CRF. Et stress et strain sont liés par un facteur qui est l'équivalent du module de Young, qui est l'élastance
spécifique. Alors, la première méthode pour approcher le stress et le strain, c'est d'aller mesurer d'abord le strain. Pour mesurer le strain, il faut mesurer la CRF. Et donc la CRF, c'est très difficile à mesurer, enfin très difficile. Pendant très longtemps, on n'a pas pu mesurer la CRF en pratique clinique, puisque pour mesurer la CRF, c'est un gaz qui est non mobilisable. Et donc il faut des techniques. Alors on peut utiliser le scanner, on peut utiliser des techniques de dilution en circuit fermé, de l'hélium, très longtemps utilisé, notamment par Conrad Falke au tout début, par Luciano Kittinelli. On peut utiliser le méthane, et puis on peut faire des circuits ouverts avec le SF6. Le SF6, le méthane, c'est un des problèmes, c'est des gaz qui sont vachement inflammables, donc c'est compliqué à gérer. Et puis on peut faire une technique de dilution à l'azote, et c'est ce qui est proposé par le ventilateur General Electric. En fait, et donc Laurent Brochard va vous expliquer, il utilise cette méthode de dilution de l'azote. La ruse terrible, c'est qu'il ne mesure pas l'azote, il mesure l'oxygène et le CO2. Et comme il sait qu'il y a de l'azote, de l'oxygène et du CO2, s'il connaît la quantité d'azote, la quantité de CO2, la quantité de CO2, la quantité d'oxygène, il connaît la quantité d'azote. Et donc, mais Laurent Brochard va vous exposer ça dans son topo sur l'utilisation de cette mesure de la CRF. Donc, moi, je vais laisser de côté cet aspect du concept stress and strain. Pour mesurer le stress, il faut donc mesurer la pression œsophagienne, moins mauvais reflet de la pression pleurale parmi les outils disponibles. Alors voilà, ça c'est le scanner pour vous rappeler que c'est pas loin, quoi. Ici, l'œsophage et la plèvre. Et donc pour mesurer la pression œsophagienne, il faut utiliser une sonde avec un ballonnet. Et ce ballonnet, on le positionne dans le tiers inférieur de l'œsophage. À l'intérieur du ballonnet, la sonde là, est multiperforée. Et puis, donc, on va ici connecter ça à un transduceur, à un capteur de pression, par exemple du type de ceux que vous utilisez pour mesurer les pressions vasculaires. Alors, il y a des difficultés avec ce cathéter, et notamment chez les patients qui sont en décuve, soit demi-assis, soit en décuve dorsale, c'est que devant l'œsophage, chez la plupart des malades, il y a le cœur, et que ça pèse, et que donc il va falloir tenir compte de ces phénomènes de compression par le cœur. Donc voilà des modèles de ballonnets. Alors tout ça, c'est des outils de physiologie. Juste pour vous présenter ça, c'est une sonde qui est commercialisée, qui est fabriquée en Italie. Vous voyez, c'est une sonde nasogastrique d'alimentation. Donc là, vous mettez, que je ne dise pas de bêtises, l'alimentation ici. Et là, ici, alors, celle-là, c'est une sonde à double ballonnet. Ce ballonnet-là, il va être suité dans l'œsophage. Celui-là, il va être suité dans l'estomac. On va pouvoir mesurer la pression transdiaphragmatique qui ne va pas nous intéresser ici. Donc ces sondes, on les met, on nourrit le patient avec et on peut à tout moment faire les mesures. Alors l'utilisation d'une sonde à ballonnet pour la pression œsophagienne, ça existe un petit peu d'habitude. Je dirais, je ne sais pas, 25 manips comme l'écho, je pense qu'il faut l'avoir fait 3 ou 4 fois avec quelqu'un qui a un peu l'habitude pour vous montrer les petits pièges. Et voilà, on a des techniques dites les techniques d'occlusion pour s'assurer que la pression qu'on mesure est fiable. En fait, pendant une occlusion, soit le malade fait des efforts inspiratoires quand c'est un malade actif ici, soit on fait des compressions du thorax à la main et on mesure les deltas de pression pendant ces fluctuations de pression, delta de pression des voies aériennes et de la pression œsophagienne qui doivent être de même amplitude. Ils sont de même amplitude puisque les deux sont contenus dans le même thorax. Si c'est de même amplitude, la mesure est fiable. Et après, on a le capteur, on peut le connecter à un capteur de pression vasculaire, comme je vous disais, là c'est dans le service, ça c'est nos anciens modèles de scope d'ailleurs. On ne voyait pas bien du tout, mais là on l'a connecté sur un capteur de pression artérielle. Et puis la valeur s'affiche ici. Simplement, là elle est en millimètres de mercure. Or, je vous rappelle, en physiologie, l'unité qu'on utilise, c'est le centimètre d'eau, donc il faut la conversion, ce n'est pas très difficile. Mais on peut aussi, sur certains respirateurs, vous avez une prise pour mesurer une pression additionnelle, et vous pouvez le connecter. Ça, par exemple, sur ça c'est l'angstrom. En l'occurrence, dans le service, on connecte le capteur, nous on les connecte sur les ventilateurs, comme ça, et donc ici, vous avez la pression des voies aériennes, le débit, ça vous reconnaissez, et ça c'est la pression œsophagienne. Et donc vous voyez, ça c'est un patient passif, c'est la T curarisée. La pression œsophagienne, elle monte à chaque insufflation. C'est normal, d'accord ?
Et puis, il y a des systèmes un peu automatisés. On peut connecter ça sur un petit ordinateur pour sauvegarder les données. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données qui nous suggèrent que stress and strain, ça a une pertinence? Ben, on a quelques données expérimentales. Ça, c'est Cheroni, de l'équipe de Luciano Gettinelli. Qu'est-ce qu'il a fait il a repris 20 études expérimentales, des études sur ce qu'on appelle le VILI, vous savez, les lésions pulmonaires induites par la ventilation. Ces études, on a pris des animaux, à poumon sain le plus souvent, et puis on a généré, toujours à poumon sain, pardon, on a généré des grands volumes ou des petits volumes, et puis on a regardé au bout de quelques minutes, quelques heures, ce qui se passait sur le poumon, et c'est là que c'est ces études qui ont montré que la ventilation à très haut volume pulmonaire pouvait être délétère et générer du VILI. Et ce qu'il a étudié, en reprenant toutes ces données, c'est quel est le déterminant de la rapidité avec laquelle s'installent les lésions pulmonaires, la durée de ventilation nécessaire pour générer un VILI préterminal, c'est-à-dire où l'animal va mourir d'hypoxémie. Et donc, vous voyez, ça, ici, c'est le volume courant rapporté, évidemment, au poids, hein, parce que là-dedans, il y a des moutons, il y a des souris, des rats, d'accord? Et donc, aucun lien entre volume courant rapporté au poids et durée de ventilation nécessaire pour gérer un VILI grave. Pareil, aucun lien avec la pression des voies aériennes, l'équivalent de la pression de plateau. Et par contre, avec le strain, le niveau de strain généré, une relation avec, vous voyez ici, au-delà d'un strain de 1,5 à 2, vous voyez des lésions qui apparaissent ici très tard en dessous de 1,5,1 et au-dessus de 1,5,2, pardon, des lésions qui apparaissent de plus en plus rapidement. Ici, le temps, c'est en minutes, hein, d'accord? Et donc, l'idée de ce papier, c'est de dire, ben oui, vraiment, quand on regarde, quand on compare pression des voies aériennes, volume courant ou strain, c'est le strain qui a l'air le mieux associé à la rapidité avec laquelle on peut léser le poumon avec de la ventilation à haut volume. Et puis, la même équipe, ils ont fait un travail expérimental sur des porcs à poumon sain qu'ils ont ventilé pendant 54 heures au maximum, et ils ont fait des variations de volume courant, toujours en zip, hein, sans pipe là. Ils ont fait varier le volume courant de telle sorte que, individuellement, animal par animal, ils appliquaient un strain qui allait de 0,45 à 3,3. Et donc ce que vous voyez là, c'est le changement de poids du poumon. Alors, changement de poids du poumon, la méthode est particulière. Chez l'animal vivant, c'est mesuré au début de la manip, au scanner. On fait un scanner et on peut mesurer le poids du poumon au scanner. Et à la fin de la manip, c'est la nécropsie. On prend les poumons et on les pèse. D'accord? Et donc, vous avez ici, vous voyez là, tous les animaux qui ont été ventilés avec un strain inférieur à 1,5. On n'a pas, hein, vous voyez, ils ont tous été ventilés 54 heures. Ils ne sont pas décédés d'hypoxémie. Et pas d'œdème pulmonaire, pas d'augmentation du poids du poumon. L'augmentation du poids du poumon, c'est l'œdème pulmonaire, et donc c'est un marqueur de VILI, alors que les animaux qui ont été ventilés avec des strains beaucoup plus élevés, au-dessus de 1,5,2, ont eu une très large augmentation du poids de poumon, donc attestant de l'existence d'un œdème pulmonaire provoqué par la ventilation. Et puis certains d'entre eux sont décédés vite et on a dû peser le poumon beaucoup plus tôt que prévu. Donc un autre argument expérimental suggérant que ça avait une certaine pertinence sur les lésions induites par la ventilation, au moins chez l'animal. Et puis on a cette étude clinique. C'est encore une fois la même équipe, hein, c'est les believers du concept. 50 patients avec il y a soit des patients avec acute lung injury, je crois dans mon souvenir 24, des patients avec SDRA, oui, de l'ordre de 25, 26, et 30 patients contrôle. Les contrôles, c'est soit des patients opérés, soit des patients médicaux, neuromusculaires. Et alors, c'est une manip un peu longue, hein,
chez ces patients, ils ont mesuré les pressions des voies aériennes, la pression œsophagienne et les volumes pulmonaires de fin d'expiration à l'aide d'une technique de dilution à l'hélium dans 8 conditions, c'est-à-dire 4 volumes courants, 6, 8, 10, 12 millilitres par kilo, et avec 2 niveaux de PEP, 5 et 15 cm. Et premier message, la pression de plateau, ici sur l'axe des X, la relation entre la pression de plateau et le stress est extrêmement lâche. Alors, elle existe, hein, vous voyez qu'il y a une relation, plus la pression de plateau est élevée, plus le stress est élevé, mais c'est très lâche. Et par exemple, une pression de plateau, on va prendre 30, vous savez, c'est une limite souvent on dit, voilà, pratique courante, il ne faut pas dépasser 30, ça peut correspondre à des niveaux de stress de delta de pression transpulmonaire de l'ordre de 12 ici pour ce malade, ou de l'ordre ici de 25. Et si on prend dans l'autre sens, on peut avoir des malades, par exemple, qui ont un delta de pression transpulmonaire de 25 et qui ont une pression, donc a priori tolérable, on va voir que c'est un peu la limite, et des pressions de plateau de 40, suggérant que, voilà, chez ces patients-là, peut-être qu'on pourrait utiliser des PEP très élevés, par exemple. Et un résultat absolument fondamental de cette étude, c'est, sur le graphe, c'est pas très simple à comprendre. Sur l'axe des X, vous avez le strain. Delta V sur le volume, d'accord? La déformation. Sur l'axe des Y, vous avez la tension. Et la relation, la pente de cette courbe, c'est ce qu'on appelle l'élastan spécifique. L'élastan spécifique, ça caractérise, si vous voulez, la distensibilité d'un volume pulmonaire aéré donné, d'accord, d'un certain volume pulmonaire. Et le message qui est très important, vous voyez qu'il y a des contrôles et des sujets sains, le message qu'il y a là, c'est qu'au cours du SDRA, le poumon aéré, le comportement mécanique du poumon aéré est le même que celui d'un poumon sain. Il y a le poumon non aéré, Jean-Jacques vous a montré, ce poumon non aéré, il est non aéré, ok. Mais que la partie aérée, elle se comporte mécaniquement comme un poumon sain. Le message, c'est, ça confirme l'hypothèse dite du baby-lung, la compliance qui est très basse, là, ces poumons de SDRA très peu distensibles. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop rigides, c'est parce qu'ils sont trop petits. La partie aérée se comporte normalement. Et alors, ça mériterait d'être vérifié, parce que vous voyez, c'est comme les poumons sains avec une élastan spécifique de 13,5. Souvenez-vous, le strain qui était dangereux, c'est à partir de 1,5,2. Donc 1,5,2, 2 fois 13,5, ça fait 27. Donc la limite extrême, et peut-être probablement pour la limite extrême de delta de pression transpulmonaire, et donc de pression transpulmonaire de fin d'inspiration, probablement c'est en dessous de 27 cm d'eau. De pression transpulmonaire, pas de pression de plateau, de pression transpulmonaire de fin d'inspiration. C'est ça que ça suggère. Et ça a permis à Luciano Gattinelli de montrer ça. Ça, c'est une analyse a posteriori des données qu'il avait publiées en New England avec le scanner. Ici, sur la gauche, vous avez le strain, et là, vous avez le recrutement qu'il a mesuré autrement, ok, enfin, avec le scanner. Hein, et on peut discuter effectivement de la façon qu'il calcule. Vous savez qu'il y a un débat avec Jean-Jacques pendant des années. Ils se sont cherchés un peu des noises là-dessus sur comment il fallait faire. En tout cas, le concept, c'est il a séparé les patients en deux groupes. Les patients qui avaient un faible potentiel de recrutement, on va dire les lobaires de Jean-Jacques, si vous voulez, pour aller plus vite, et ceux qui avaient un plus haut potentiel. Et lui, ce qu'il dit, c'est quand on augmente la PEP dans ces deux groupes, eh ben, ils payent pareil. Ça, c'est ce qu'on paye. C'est l'augmentation de strain quand je passe la PEP de 5 à 15. C'est ça que je paye. On paye pareil, sauf que dans les grands recruteurs, on paye pour gagner ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la quantité de tissu qui est exposée à l'ouverture-fermeture. Ouverture inspiratoire, fermeture expiratoire. Ça, ici, en basse PEP, et ici, en haute PEP. Et donc, vous voyez, là, chez les forts recruteurs, je réduis beaucoup cette quantité de tissu exposé à l'ouverture-fermeture. C'est ce que je gagne. Donc là, je gagne. Ok, je paye. C'est où les recruteurs? C'est là. Je paye ça. En payant ça, je gagne ça. Cette diminution-là. Chez les faibles recruteurs, je paye pareil quand j'augmente la PEP, mais je ne gagne rien. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup moins de tissu à recruter.
Et je recrute très très peu quand je passe de 5, vous voyez, à partir de ça, de 5 à 15 de P. Donc le titre, c'était application pratique. Alors voilà, on en est là avec le stress et le strain. C'est plus aujourd'hui conceptuel. Sauf qu'il y a eu un papier où il y a une application pratique. Alors je voudrais vous le raconter en 3 minutes. C'est les Italiens, c'est la grippe H1N1, épidémie de SDRA très grave. Et donc c'est un centre qui fait de l'ECMO et qui reçoit des patients adressés d'autres centres pour ECMO. Et ils reçoivent 14 patients qui sont adressés pour une ECMO potentielle. Ils ont tous les critères que le groupe italien, que ce groupe avait retenu pour faire de l'ECMO, c'est-à-dire PO2 sur FiO2 inférieur à 70 avec une PEP de plus de 15, plus ou moins d'équipitus ventral, plus ou moins NO inhalé. Ou un pH à 7,25 malgré une pression de plateau à 30 ou au plat. Ok, c'est l'indication de l'ECMO. Plein de malades comme ça sont allés dans plein de centres en ECMO. Eux, ils disent, ah, il faut voir, on va mesurer la pression œsophagienne. Pour mesurer le stress. Et ce qu'on va faire, c'est que si jamais on observe chez ces malades qui ont déjà des pressions de plateau très élevées, si on observe des pressions, un stress, donc des pressions transpulmonaires, téléinspiratoires, pas trop élevées, on va essayer de voir si on ne peut pas augmenter la PEP et voir ce que ça fait. Et alors, le résultat, j'ai toujours un peu de mal avec ma diapo, donc il faut que je prenne un tout petit peu de temps, parce que j'ai refait un machin et c'est pas très malin. Ah si, voilà. 14 malades. Il se trouve que sur ces 14, il y a 2 groupes de 7. Bon, ça tombe bien. Ok. Il y a 7 malades. Les malades bleu turquoise, là voilà, ils ont 17 de PEP, une pression de plateau 31-32, et la pression transpulmonaire de fin d'inspiration, la pression de plateau du poumon, le stress, on est à 27 cm d'eau. Là, on ne peut pas augmenter. Si on augmente la PEP, on va encore augmenter ça. Et là, on va surdistendre le poumon. Ces malades, ils ont un rapport PO2 sur FiO2 aux alentours de 70. Ils vont tous passer en ECMO. Et puis, il y a 7 autres malades. C'est orange, là. OK, ils ont eu aussi une PEP à 18. Hein. Ils ont 18 de PEP. Ils ont une pression de plateau à 32. Mais eux, quand on regarde, ils ont une pression transpulmonaire de fin d'inspiration à 17. Pourquoi ils ont ça? Parce qu'en fait, l'essentiel des 32 de pression de plateau, c'est la pression de plateau de la paroi thoracique, a été utilisée pour distendre pour repousser la paroi. D'accord? J'ai mis la même pression de plateau, 32, mais beaucoup de cette pression sert en fait à pousser la paroi, et la pression transpulmonaire, elle n'est pas très élevée. C'est cette pression-là qui est potentiellement dangereuse. Et donc ils disent, j'ai de la marge. Ok, moins de 25, je vais augmenter la PEP. C'est mes patients, j'augmente la PEP. Alors là, j'arrive à des PEP un peu pour adultes, hein, genre 22, 23. La pression de plateau, 37, 38. Mais, c'était ce qu'ils avaient prévu de faire. Ils ont maintenu une pression transpulmonaire maximale, le stress, là, de 25 cm d'eau. Qu'est-ce que ça a fait? Ils ont vu passer le rapport PO2 sur FiO2 de 70 à 180. Quand on augmente la PEP, c'est les malades qui ont les bonnes indications, ça marche. Aucun de ces malades n'a été mis sous ECMO. Bon, après, il faut regarder ce qu'ils sont devenus. Alors, en fait, on trouve ce qu'ils sont devenus quand même dans le papier. Il y a eu un malade sur 7 qui est décédé dans ces malades à pic très élevé, là. Et il y en a 2, parmi les 7 malades qui ont été mis sous ECMO, il y en a 2 qui sont décédés, donc c'est pas si mal. Donc voilà, et là vous voyez, alors c'est une circonstance très particulière, des SDRA extrêmement sévères, des formes tout à fait particulières et très diffuses, et donc très recruteurs. Mais là, ils ont appliqué et c'est à ma connaissance en pratique clinique humaine, la première fois qu'on a appliqué ce concept pour changer un réglage du respirateur sur un groupe de patients. Donc voilà, je voudrais finir juste par vous indiquer quand même qu'il y a des limites et il faut en être conscient. Un, c'est la prise en compte de l'effet du recrutement alvéolaire sur le calcul du strain. Et ce n'est pas très simple.
et ça nécessite de mesurer le volume recruté. Ça, c'est la formule qu'on a proposée, je crois, avec toi, Jean, hein, c'est ça? Oui. Et qu'on a reprise dans une revue récente qu'on a publiée avec l'ISPIKIU. Donc, ça rend l'utilisation un peu plus compliquée quand même. La deuxième chose, c'est que, vous savez, on a une mesure de pression de station, on dit c'est la pression pleurale. En fait, on sait que la pression pleurale n'est pas uniforme, et notamment, il y a un gradient avec lié à la gravité. Donc, quand on vous donne une valeur de stress, c'est peut-être une moyenne, quelque chose, mais c'est pas, il y a des endroits où c'est peut-être un peu plus haut. Enfin, le SDR1, là, Jean-Jacques l'a très bien montré, à la fois au scanner et à l'échographie, c'est caractérisé par une aération très hétérogène, et donc les zones non aérées, et ça c'est des notions très anciennes, pourraient agir et agissent. C'est donc une structure pas homogène, et donc c'est déjà une limite considérable, puisqu'on a appliqué les principes physiques qui sont normalement applicables à une structure qui est de nature homogène. Cette inhomogénéité, au plan théorique, pourrait générer ce qu'on appelle ce que Luciano Gattinoni a appelé des stress raisers, c'est ces zones notamment de jonction entre poumons aérés et poumons pas aérés, zones dans lesquelles, au moins sur des modèles théoriques, on peut calculer qui apparaissent des forces de tension absolument phénoménales, y compris avec des volumes réduits. Enfin, la dernière limite, c'est que là, le stress, il peut être statique ou dynamique. Le stress dynamique, c'est le volume courant, c'est ce stress qui oscille. Et le stress statique, c'est ce qu'on fait avec la PEP, c'est le truc stable. Et très probablement, il y a des arguments expérimentaux qui suggèrent, très indirects pour vous dire la vérité, qui suggèrent que le stress statique est beaucoup moins dangereux que le stress dynamique, et qu'à partir du moment où on reste en dessous d'un niveau de strain, disons au-delà de 2 de strain, et 2 de strain, vous vous souvenez, le 2 de strain, ça veut dire que le delta V est 2 fois plus grand que la CRF, d'accord? Parce que le strain, c'est delta V sur CRF. Donc 2 de strain, ça veut dire que le volume de fin d'inspiration est égal à 3 fois le volume de fin d'expiration. Quand on va au-delà de ça, on sait que la capacité pulmonaire totale, elle est aux alentours de ce chiffre-là. Quand on va au-delà de ça, on est toujours délétère. Il ne faut jamais aller au-delà. On est dans des très hauts volumes pulmonaires. OK ? Probablement, quand on est inférieur à 1,5, il semble qu'en termes de distension, on soit relativement protecteur. Et à partir du moment où on reste avec un strain inférieur à 1,5, on a à la fois le dynamique et le statique, et tout indique que c'est d'autant mieux de mettre beaucoup de stress statique et le moins possible de stress dynamique, c'est-à-dire beaucoup de